Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez que cette aventure continue, je vous invite à faire un don à notre association. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et puis en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Il pleut. Il ne cesse de pleuvoir dans les rues de la capitale qui, en ce matin du 8 décembre 1923, s'est réveillée la mine triste, le cœur serré par une muette douleur. On dirait que le ciel ruisselant veut descendre sur le prince de l'esprit, commente le Figaro du 9 décembre. Ce prince de l'esprit, qui est enterré à Notre-Dame de Paris, c'est Maurice Barrès. À son chevet, des présidents, des ministres, des hommes en habits verts, des députés de droite comme de gauche, des artistes et des écrivains, toute l'élite du pays est là pour un dernier adieu. Sont-ils là pour saluer l'écrivain ou l'homme politique ? Toutes les couleurs politiques saluent le cercueil de celui qui a tant fait pour l'Union sacrée. Proche de Charles Maurras, admiré par Léon Blum, adoré par Anna de Noailles, célébré par André Malraux et Marguerite Yourcenar, qui est ce Maurice Barrès ? Barrès est aussi celui qui a été condamné à 20 ans de travaux forcés par le jury du procès fictif des dadaïstes en 1921. Mais Barrès, c'est surtout celui qui est resté tristement célèbre pour son antisémitisme et pour ses écrits sur le nationalisme. Alors, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui lire Maurice Barrès ? Je reçois aujourd'hui Emmanuel Godeau qui nous dit oui, qui vient de signer une biographie de Maurice Barrès chez Talandier. Maurice Barrès, le grand inconnu, 1862-1923. Bonjour Emmanuel Godeau. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur de littérature en classe préparatoire au lycée Henri IV. Et donc ce livre que vous venez de publier est le fruit de nombreuses années de travail. C'est une biographie littéraire, j'ai envie de dire. Alors d'abord parce qu'elle est très bien écrite, mais surtout parce qu'elle propose la relecture du parcours de Maurice Barrès à travers sa littérature, à travers ses écrits. Je trouve qu'elle suit la cohérence de sa vie, c'est-à-dire au cœur de la littérature et aux avant-postes de la politique. Monterland, donc l'auteur, avait titré un de ses essais « Barrès s'éloigne ». Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un retour de Maurice Barrès, d'un regain d'intérêt pour son œuvre, ou est-ce qu'au fond, il s'est jamais vraiment éloigné, du moins dans certains milieux ? Barrès, si vous voulez, s'est éloigné par rapport à l'aura qui a été la sienne durant la quasi-intégralité de sa vie. Barrès, il faut bien se rendre compte, vous l'avez mentionné à travers l'évocation de ses funérailles, a été le plus grand écrivain de son temps, une figure absolument incontournable pour tous les écrivains. Donc par rapport, si vous voulez, à cette aura, oui, cette aura, évidemment, s'est ternie tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Mais quant à parler d'un éloignement comme le fait Monterland prend acte de ce relatif effacement de la gloire barrésienne, mais en réalité, on se rend compte que à toutes les époques qui ont suivi sa mort, Barrès a été là, porté par des lecteurs, par des passionnés, et pas du tout cantonné d'ailleurs à une seule, un seul camp politique. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on connaît un petit peu Barrès, on sait avant tout qu'il était antisémite et qu'il a beaucoup écrit sur le nationalisme. Vous, Emmanuel Godeau, vous dites, notamment en introduction, que vous êtes amoureux de l'écriture de Maurice Barrès, parce que Maurice Barrès est aussi un auteur qui a une très belle plume. Est-ce que vous pensez qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre, et plus largement, pourquoi est-ce qu'on devrait rendre ces lettres de noblesse à un écrivain à la posture idéologique si condamnable ? Alors la posture idéologique de Barrès, on aura l'occasion de le voir, n'est pas si condamnable que cela. Elle est condamnable si on arrête à un instant T, par exemple à l'affaire Dreyfus, l'œuvre de Barrès, l'œuvre politique. Alors oui, on peut dire que l'engagement anti-dreyfusard de Barrès est évidemment passé, du côté obscur de la lecture de l'histoire, et c'est très bien ainsi. Mais on verra, je pense, au cours de nos échanges, que Barrès ne peut absolument pas être fixé
fixé à l'antisémitisme. Lui-même va évoluer, va avoir au contraire des paroles extrêmement fortes et puissantes pour proposer une vision qui est celle de l'union sacrée que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire où une vision de la France où les Français de confession juive sont pleinement présents. Son nationalisme également, on aura l'occasion, je présume, d'en reparler plus longuement. Donc, et paradoxalement, je vais vous répondre sur est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre? La réponse est non, en réalité. C'est-à-dire que les deux sont absolument indissociables chez Barrès. Barrès a vraiment fondé son magistère, à la fois son magistère littéraire, sur sa base politique. Il n'y a pas d'un côté le politique et de l'autre l'écrivain. On ne peut pas les séparer, effectivement. C'est pour ça que ça a du sens que un professeur de littérature comme vous écrive une biographie de Maurice Barrès? Oui, ça peut avoir du sens. Moi, j'ai travaillé sur Barrès depuis mon doctorat, donc ça fait plus de 35 ans que je travaille sur Barrès, et c'est vrai que je suis venu à Barrès par la magie de la j'allais presque dire le sortilège de la phrase barrésienne. C'est un des grands enchanteurs, un des grands prosateurs français. On peut le placer sur le même plan qu'un Chateaubriand, qu'un Bossuet, que les très grands prosateurs de notre langue. Et effectivement, la réticence quand on déclare sa flamme pour une œuvre comme celle-ci, elle rencontre effectivement, elle se nourrit de ces deux monstres que vous avez évoqués, antisémitisme et nationalisme, et c'est pour ça qu'il faut une très grande patience, une grande pédagogie pour défaire peut-être les stéréotypes, parce que la mémoire littéraire et la culture littéraire générale, et je dirais d'ailleurs la culture historique générale aussi, ont eu tendance à réduire Barrès, donc lui redonner sa complexité, son relief, pour mieux comprendre ce que sont ces deux éléments qui effectivement sont liés à sa trajectoire, c'est-à-dire antisémitisme et nationalisme. Alors, est-ce que vous êtes le premier à écrire sur Maurice Barrès? Je suppose que non. Quels sont les autres historiens ou écrivains qui ont essayé de comprendre cette personnalité, de la restituer dans un contexte et d'en écrire l'histoire? Oh, il y en a beaucoup. Il y a Jean-Marie Domenac en son temps, il y a plus proche de nous François Broche, Yves Chiron, il y a des universitaires qui s'intéressent à l'œuvre littéraire et politique de Barrès de près depuis des décennies. Donc non, certes, je ne suis pas le premier. Ce que ce travail permet de faire, et je crois que là, enfin, j'assume d'être peut-être, ou on trouvera ça présomptueux, mais d'être le premier à pouvoir dire à la fois quel immense écrivain Barrès est, en entrant dans la logique interne de ses œuvres, c'est la spécificité, vous l'avez dit, de cette monographie, d'entrer dans les textes de Barrès, de les faire réentendre, de comprendre leur j'allais presque dire leur mécanique intérieure, et en même temps de voir comment cela peut s'articuler à un engagement politique qui, à bien des égards, paraît plus, j'allais presque dire, plus simpliste que les œuvres littéraires de Barrès. Alors, venons-en au début. Barrès naît en Lorraine, donc au début des années 1860, dans un moment de profonde dépression. C'est lui qui utilise cette expression. L'écrivain, est-ce qu'il est plus mélancolique, plus pessimiste que la moyenne, ou est-ce qu'il y a de véritables raisons de croire que les années 1860 sont des années difficiles pour les Français ? Alors là, je ne répondrai pas en historien. Je ne suis pas historien, vous le savez, mais quand Barrès parle de dépression, c'est une lecture rétrospective et évidemment qui prend acte de l'amputation de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Donc c'est évidemment à partir de cette relecture, à partir de sa prise de conscience, mais qui est beaucoup plus tardive évidemment que celle de l'enfance. L'enfance elle-même est très mélancolique, effectivement, mais une mélancolie, je dirais, qui est celle d'un corps en souffrance, d'un corps fragile. C'est un enfant sensible, en but à la brutalité des plus grands, la brutalité des plus forts qu'il découvre au collège. Et ce n'est pas un hasard si sa première grande œuvre s'intitule Sous l'œil des barbares. Les barbares, c'est d'abord les violents, les brutaux, que l'enfant délicat,
l'âme sensible rencontre dans sa vie très tôt. Voilà. Donc une mélancolie, oui. Est-ce qu'elle est plus forte que la moyenne? L'heure est au spleen, si vous voulez. On est quand même dans un univers qui est globalement celui de Baudelaire, et donc il y a quelque chose de très baudelairien dans les premières manifestations littéraires de Barrès, mais on y reviendra, j'imagine. Quel est le rapport de Maurice Barrès à l'histoire? Est-ce que sa famille a été marquée par l'histoire? Je pense notamment à l'amputation de la France dans ces années-là. Oui, il a été témoin, alors à la fois direct et indirect de la brutalité des Prussiens dans la petite ville de Charmes. Il y a des assassinats, il y a un exil forcé. Lui va d'ailleurs être protégé par les parents dans de la famille pour qu'il ne soit pas exposé de façon trop directe. Il est né en 1862, donc c'est un enfant encore assez jeune quand il y a l'invasion, puis ensuite l'annexion, mais oui, l'histoire, en fait, peut-être que le premier contact avec l'histoire se fait via la mère de Barrès, qui joue un rôle absolument considérable. Elle est lectrice de la Revue des Deux Mondes. C'est une intellectuelle qui lit Lamartine, qui fait découvrir à l'enfant l'univers de Walter Scott. Donc l'histoire, je dirais, elle arrive par deux biais, on pourrait presque dire antinomiques. Il y a d'un côté la brutalité de la guerre, l'odeur, il le dira plus tard, l'odeur de poudre, l'odeur de sueur, l'odeur de la brutalité de la guerre. Donc il y a quelque chose de très direct. C'est ça l'histoire qui entre. Et puis il y a l'histoire mythifiée, l'histoire fabuleuse par l'intermédiaire de Richard Cœur de Lion en Palestine, et toute une rêverie sur la grande histoire, Chateaubriand, les martyrs. Barrès, très jeune, respire, si vous voulez, cette sorte de filtre, un peu de parfum héroïque de la guerre. Donc c'est très mêlé, très très contradictoire, si je puis dire. Alors pourquoi est-ce qu'il décide de devenir écrivain ? Ah, c'est une question difficile, passionnante. Pourquoi est-ce que Barrès veut devenir écrivain ? Mais je crois que il y a une sensibilité qui ne peut s'exprimer qu'à travers l'écriture, qu'à travers la poésie. Il y a d'abord des rencontres avec notamment Stanislas de Gaëta, son grand ami de jeunesse, la lecture jusqu'à l'ivresse des grands poètes du temps. Nous avons parlé de Baudelaire, on peut évidemment ajouter Gautier, Verlaine, etc. Donc il y a d'abord des études de droit, mais qui sont pour complaire en fait à l'autorité parentale, au père, mais en réalité la complexité intérieure et puis cette sensibilité d'écorché, cet enfant qui a été traité de corbeau quand il était petit, qui a été humilié, c'est toujours promis que il ferait entendre peut-être cette voix intérieure qui a été comme claquemurée par la brutalité de l'enfance et de l'adolescence. Donc c'est très intime. La question que vous posez est très difficile, mais je crois qu'elle prend sa source vraiment dans les humiliations de l'enfance. Alors, quel est le premier écrit qu'on connaît de Barrès et qu'est-ce qu'on peut dire généralement sur ses premiers écrits ? Alors les premiers écrits, quand Barrès arrive à Paris, c'est le jeune dandy, il entre dans le monde des lettres, mais via le journalisme. Donc il écrit énormément, il rencontre beaucoup de monde, il se fait ouvrir beaucoup de portes. Il rencontre Anatole France, bien d'autres grands noms de la presse et de la littérature du temps. Et ses premiers écrits, donc ce sont des articles, ce sont une revue. Il décide de publier tout seul une revue littéraire qui va s'appeler Les Taches d'encre, qui aura quelques numéros simplement. C'est quelqu'un qui entre avec... parfois on dit c'est un jeune Rastignac qui arrive à Paris et puis qui a les dents longues. Il y a quelque chose d'un peu bonapartiste chez le premier Barrès, comme ça, qui entre à Paris. Et il se fait connaître à la fois... on parlait tout à l'heure des
d'écartèlement, de grand écart. Ça sera valable à toutes les époques de la vie de Barrès. Et les premiers textes de Barrès sont à la fois extrêmement sensibles, très intérieurs, donc on sent bien qu'il y a une fibre poétique, pour dire les choses un peu rapidement, et puis le fleuret moucheté, l'ironie, le sens aigu de la cruauté littéraire, de la double entente. Il écrit très jeune un pamphlet 8 jours chez Monsieur Renan qui s'attelle à l'une des figures les plus éminentes du temps et le transforme en une sorte de Tribula Bonomet ou de Monsieur Prudhomme avec un sens du persiflage qui va évidemment rendre furieux le vieux maître. Donc les premiers écrits de Barrès donnent l'impression, si vous voulez, d'une sorte, on le traite parfois de fantaisiste. Renan lui-même dira, c'est un moïste, une sorte de nombriliste sympathique mais assez écervelé, qui n'ira pas très très loin. Et puis en fait, on se trompe parce que ça c'est le masque qui permet justement à Barrès d'avoir une première signature, alors peut-être pas littéraire encore, mais une première signature, on pourrait dire, dans le monde, dans le paysage journalistique, mais en réalité, derrière cette façade, vous avez quelqu'un qui travaille en profondeur, qui lit énormément et qui se constitue en réalité une architecture intérieure pour toute la vie. Et ce n'est pas étonnant si ces premiers livres seront Sous l'œil des barbares, Un homme libre, Le jardin de Bérénice, réunis dans une trilogie qui s'appelle Le culte du moi et qui est véritablement la base de toute l'œuvre à venir de Barrès. Barrès dira tout au long de sa vie que c'est là qu'il s'est exprimé, c'est l'expression centrale de son œuvre. Alors vous dites que c'est à la fois donc Le culte du moi, un roman, mais aussi un axe de sa pensée. Est-ce que cet ouvrage nous permet de comprendre sa pensée politique aussi, ses actions politiques ? Alors oui, mais j'allais dire de biais ou de façon oblique. C'est-à-dire que notamment dans Un homme libre, vous avez un acheminement de l'individu vers la compréhension qu'il est lui-même articulé à quelque chose qui le dépasse et que l'individu n'est qu'un moment d'un long développement. Simplement, il va le découvrir dans une ville qui est pour l'égotiste qu'est le jeune Barrès, la ville d'élection, c'est-à-dire Venise. Il découvre à Venise, au fond, l'équivalent historique de l'individu qui se cherche, qui se construit sur une base extrêmement fragile. La ville de Venise, au fond, est construite sur, on pourrait dire, le néant. Elle existe là où elle ne devrait pas, où tout devrait l'engloutir. Et au fond, l'individu chez Barrès, c'est ça. Il y a en lui toutes les forces qui pourraient le submerger, l'annihiler, mais par un décret de la volonté, il s'affirme, il se construit contre toutes les formes de tous les obstacles. Ces fameux barbares, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les autres, si vous voulez, les barbares, c'est pas forcément l'ennemi qui s'incarne chez Barrès, mais c'est celui qui, de la vie, a une autre vision que moi, un autre rêve que moi, dit-il. Et donc, la première expression politique de Barrès, littérairement, se fait dans un lieu qui est le lieu apatride par excellence, le lieu cosmopolite par excellence, qui est Venise. Et donc, il faudra comprendre que plus tard, Barrès va faire tout un travail intérieur pour se réarrimer à un lieu, je dirais, plus authentique par rapport à sa propre histoire, non pas Venise, mais la Lorraine. Et finalement, il a un succès rapide, Maurice Barrès. Un succès rapide qu'on n'imagine plus guère aujourd'hui. Un succès à la fois, il dira plus tard, j'ai connu à 20 ans l'ivresse de déplaire. C'est une formule qui est intéressante parce qu'elle en dit long sur le sens du combat de Barrès. Il y a toujours chez lui quelque chose qui se bat. Être, c'est combattre, forcément, pour exister. Et cette énergie déployée, elle est
immédiatement en phase avec la jeunesse du temps. Et Barrès est porté littéralement par les jeunes gens. Lui qui a écrit un de ses tout premiers textes qui n'a pas été publié, d'ailleurs, sauf de façon posthume, qui s'intitule « Le départ pour la vie ». Et Barrès est quelqu'un qui touche beaucoup ces jeunes contemporains parce que justement, il s'adresse à eux et il part de leur propre détresse intérieure. Il sait ce que veut dire avoir 15, 16, 20 ans et se sentir en ruine intérieurement alors que rien n'a commencé et qu'il faut tout construire. Et en fait, il va être élu très vite prince de la jeunesse par les jeunes écrivains de son temps parce que il s'adresse à eux. C'est la première fois, Maurras le redira, on n'a jamais vu un auteur prendre autant le pouls de la jeunesse de son temps. Alors, qui sont ses disciples littéraires tout au long de sa vie ? Oh, alors la question est... Les disciples littéraires de Barrès, alors, de son temps, si vous voulez, il y en a beaucoup. On imite le style de Barrès. Avant peut-être de parler des imitateurs de Barrès ou des héritiers de Barrès, lui-même est parfaitement conscient qu'on écrit toujours avec les autres. Ceux qu'il appelle dans un homme libre les intercesseurs. Pour lui, ce sera Benjamin Constant, ce sera Stendhal, Ignace de Loyola, Baudelaire, bien d'autres. Et donc, Barrès influence, effectivement, on vient le voir quand on est un jeune écrivain pour lui apporter les premiers écrits. Je pense à François Mauriac dans les années 1910, qui lui apportera son premier recueil de poèmes Les Mains Jointes. Je pense aux surréalistes que vous évoquiez tout à l'heure à propos du procès. Breton, Aragon apportent leurs poèmes au maître dont ils diront après qu'il a commis un attentat contre la sûreté de l'esprit. Ça sera leur reproche et leur grief lors de ce fameux procès. Mais en réalité, ils ont apporté, comme Cocteau l'a fait, comme Drieux-La Rochelle, comme d'autres l'ont fait. Donc, du vivant de Barrès, on vient le voir. Proust est quelqu'un, par exemple, qui va avoir une admiration considérable pour Barrès. Proust va lui dire il y a dans votre manière d'écrire des changements de ton qui n'existent qu'en musique. Il est d'ailleurs un des probables modèles de l'écrivain Bergotte, avec d'autres, dans la recherche du temps perdu. Et puis, Proust lui dira, vous avez réussi dans les années 1910, il lui dira, vous avez réussi ce que nul autre avant vous n'a réussi, pas même Chateaubriand, c'est-à-dire d'être à la fois le grand écrivain que vous êtes, l'immense poète que vous êtes de la langue française, et un chef politique écouté par le peuple. Alors justement, venons-en à cette partie de sa vie. Alors déjà, est-ce que dans ses écrits, notamment au début, on peut discerner une sensibilité plutôt à droite ou plutôt à gauche, une sensibilité politique qui expliquerait par la suite ses engagements? Non, il n'y a pas... D'abord, la droite et la gauche, ce sont des formulations qui, pour les années 1880, sont, on le sait bien, problématiques. Barrès a quelque chose d'impertinent, quelque chose qui toute sa vie d'ailleurs va déplaire aux traditionalistes, aux conservateurs. Faut pas oublier que même lorsque Barrès deviendra un des chantres du nationalisme, lorsqu'il n'a plus rien à prouver littérairement et politiquement, il va encore choquer les milieux catholiques, par exemple, en 1922, juste avant sa mort, avec Un jardin sur l'Oronte. Parce que Barrès, si vous voulez, je parlais tout à l'heure de l'ivresse de déplaire, c'est profondément un homme libre. Et donc, paradoxalement, ce n'est pas un homme de parti. J'essaierai de vous le remontrer peut-être dans d'autres moments de notre discussion, mais donc on ne peut pas dire, si vous voulez, que le premier Barrès soit de gauche ou de droite. D'abord, il écrit en 1893 un texte assez ahurissant qui s'appelle L'ennemi des lois, qui est une sorte de méditation et d'hymne à l'anarchie, mais qui est un questionnement littéraire en fait. C'est un questionnement littéraire. Barrès, si vous voulez, se pose une question qui n'est ni de droite ni de gauche. Il se pose la question
de ce qui permet de faire non pas simplement société, mais de faire communauté. La société existe, ça on n'a pas besoin de lui insuffler quoi que ce soit. En revanche, cette troisième république qu'il a vu naître, il lui manque quelque chose qu'on peut appeler une âme. Et toute l'œuvre de Barrès consiste précisément à insuffler une âme à une architecture juridique vide. À ses yeux vide. Hein. Donc, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Je ne crois pas que ce soit la question. C'est poétique. Oui, c'est vrai. Tout. Alors, Maurice Barrès, il est député, il a une véritable activité parlementaire. Durant 2 intervalles, je pose un petit peu le décart pour qu'on ait les grandes idées en tête. Donc, tout d'abord, entre 1889 et 1893, il est alors député boulangiste de Nancy, puis entre 1906 et 1923, où il est député de Paris. Il commence donc sa carrière par le boulangisme. Alors, je vais rappeler ce qu'est le boulangisme en quelques mots, un mouvement politique à la convergence des mécontentements et qui évolue autour de la figure du général Boulanger. Pour Maurice Barrès, le boulangisme, c'est une manière de manifester son antiparlementarisme, son anarchisme ou tout simplement son romantisme. J'aurais envie de dire un peu de tout cela, mais dans quelle proportion? Alors, qu'il y ait une part de romantisme, oui. Il y a le désir d'aller chez un jeune intellectuel qui a fréquenté les milieux plutôt, on va dire parisiens, journalistiques comme on le disait tout à l'heure, littéraires. Il y a l'envie d'aller se confronter, je vais dire les choses d'une façon peut-être qui paraîtra simpliste, mais au peuple. La 3e circonscription de Nancy, elle est populaire, ce sont des milieux ouvriers, et il y a ce désir d'aller se confronter pour comprendre ce peuple, pour comprendre cette société dans laquelle il vit. Donc, il y a vraiment ce désir-là. Autour de Boulanger, en fait, Barrès va être élu au moment où le boulangisme est en fin de prestige, si je puis dire, au moment où Boulanger a laissé passer sa chance historique. En un certain, si on peut dire les choses comme ça. Et Barrès le croit vraiment. Il a laissé passer sa chance. Donc il arrive, il va siéger à l'extrême gauche de l'Assemblée, de la Chambre, avec effectivement la quarantaine de députés boulangistes. Il va participer tout en étant anti-parlementaire. C'est tout le paradoxe. Hein. Barrès n'aime pas beaucoup le Parlement, effectivement. Il le montre d'ailleurs dans un texte assez au vitriol, une journée parlementaire, qui est une de ses rares tentatives au théâtre. Et pourtant, il est là. Et pourtant, il va y être. Et il a envie, effectivement, il va passer des années de sa vie à ferrailler. Évidemment, les grands moments se situeront après 1906 et autour des lois de séparation, enfin des suites et les grands combats contre Jaurès, par exemple. Alors, c'est un écrivain brillant. Est-ce qu'on peut dire qu'il est aussi bon écrivain qu'orateur ? Puisque sous la Troisième République, il y a un véritable art oratoire. La Chambre des députés, c'est un espace de théâtre. Oui, c'est un espace de théâtre. Les témoignages que l'on a sur les discours de Barrès ne permettent pas de conclure que ce soit un excellent orateur. Je crois que lui-même le sait. Et lui-même, nous parlions à l'instant de Jaurès, a une admiration énorme pour le talent oratoire, pour l'énergie de Jean Jaurès, que lui-même n'a pas. C'est quelqu'un qui, dans sa manière de concevoir le discours politique, je dirais, est peut-être plus contraint. Il n'a pas ce sens de l'improvisation, même si il reste quelques textes de Barrès qui sont de belles factures, hein, mais il n'y a pas de commune mesure entre l'écrivain et l'orateur. C'est intéressant de vraiment souligner cette différence entre quelqu'un qui peut être si brillant à l'écrit, mais finalement peu remarqué à l'oral.
Alors, peu remarqué, si vous voulez, moins remarqué, parce que il sait aussi galvaniser les foules par le courage des propos qu'il tient, en fait, et des thèmes qu'il aborde. Et notamment, lorsqu'il va rappeler que les Lorrains et les Alsaciens sont en grande souffrance et qu'ils sont des exemples de patriotisme à ne pas oublier. Dans les années 1910, il y a un travail absolument remarquable que Barrès fait pour ses compatriotes qui sont sous la botte allemande. Donc les sujets abordés sont capables quand même de galvaniser les foules. Alors justement, si on reprend ces sujets sur ces deux différentes périodes parlementaires, quels sont ceux qui reviennent, hormis bien sûr l'affaire Dreyfus, mais on y reviendra par la suite. Plus spécifiquement, il y a Barrès dit à un moment donné dans ses cahiers, c'est-à-dire dans ses écrits plus personnels, que il n'y a pas de petites questions. Toutes les questions sont poétiques, dit-il. Vous parliez de poésie tout à l'heure, et effectivement, il dit parler de la production de charbon du pays, parler de questions de voies navigables, etc. Tous ces sujets-là, en fait, ont une forme de poésie quand il s'agit de la France. Donc, il a si vous voulez, cet aspect-là. Mais évidemment, les grands sujets chez Barrès, du Barrès législateur, ça sera bien sûr la grande pitié des églises de France, toute cette campagne pour rappeler à l'État ses devoirs en matière de ce qu'on n'appellera pas le patrimoine ici, sauf peut-être le patrimoine spirituel. Ça, pour Barrès, c'est absolument essentiel. Et puis ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, bien le travail quotidien, on en reparlera peut-être, mais pour le bien-être des soldats, je pense qu'il y a quelque chose là. C'est quelqu'un qui a le sens de la concrétude, Barrès. Alors venons à l'affaire Dreyfus, gros sujet, qui va cristalliser son antisémitisme. Je rappelle une fois de plus le contexte. Donc Alfred Dreyfus est condamné car il aurait transmis des documents secrets à l'Allemagne. L'affaire éclate dans les années 90 et puis finalement son innocence est reconnue, mais bien plus tard. Alors Barrès, qui est alors journaliste, dit la chose suivante qui est assez violente. Je cite donc: je n'ai pas besoin qu'on me dise pourquoi Dreyfus a trahi. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. L'antidreyfusisme de Barrès, c'est l'antisémitisme, c'est uniquement un antisémitisme ? Non, c'est pas uniquement un antisémitisme. Alors c'est vrai que là on entre dans quelque chose de très difficile. Il y a d'abord chez Barrès, entre 1894, si vous voulez, au moment où éclate, non pas l'affaire, mais où Dreyfus est dégradé, entre 1894 et on va dire les années 1900, Barrès est persuadé de la culpabilité de Dreyfus. Rappelons que les premiers doutes viendront vers 1898 et la suite. Donc Barrès, si vous voulez, ne passe pas par le biais de l'antisémitisme pour être convaincu de la culpabilité de Dreyfus en 1894, comme beaucoup. En fait, il hurle avec les loups. Je rappelle que Jaurès à la Chambre en 1894 va dire qu'il est dommage qu'il n'y ait pas la peine de mort pour une trahison aussi grande que celle du capitaine Dreyfus. Donc tout le monde le croit coupable à ce moment-là. Donc si on se focalise sur l'antisémitisme de Barrès, parce que ça c'est très très important. Premier antisémitisme de Barrès, la première expression, c'est le boulangisme que vous évoquiez tout à l'heure. On parlait cet électorat ouvrier. Il découvre que pour le galvaniser, malheureusement, le mort aux Juifs est là. Qu'est-ce que ça veut dire mort aux Juifs en 1880, dans les années 1890, début des années 1890? Ça veut dire à bas les Rothschild. C'est-à-dire c'est un antisémitisme socialiste, c'est celui qui est hérité de Proudhon, de Toussenel, de Gustave Stridon. Donc c'est l'antisémitisme socialiste, c'est-à-dire qui assimile le juif au nanti, au banquier, etc. Donc c'est la première expression. Deuxième expression de l'antisémitisme, il y a une crispation, vous l'avez dans la citation que vous avez proposée tout à l'heure. Là on entend quelque chose qui nous révulse évidemment, puisque c'est un antisémitisme
l'antisémitisme de type biologique. Alors, là, c'est très très important de le souligner, ça c'est une rhétorique. Ça ne l'amoindrit pas, hein, mais il n'y a pas derrière de système de pensée chez Barrès qui serait de système de pensée biologique qui conclurait logiquement, si vous voulez, ou implacablement au caractère inacceptable au sein d'une communauté nationale des apatrides que seraient les Juifs. Donc ça c'est un... Alors pour l'expliquer, c'est très long si vous voulez, c'est que Barrès est quelqu'un qui a été formé intellectuellement au dilettantisme. Le dilettantisme, qu'est-ce que c'est? Renan l'a porté sur les fonds baptismaux au plan philosophique. C'est la capacité de l'esprit, au fond, à s'approprier tous les systèmes de pensée, toutes les époques, toutes les civilisations. Donc il y a une souplesse intellectuelle chez Barrès qui fait qu'il va être perméable dans sa vie intellectuelle aux thèses d'un certain Jules Soury. Personnage qui était très proche de Renan, qui a étudié le système nerveux central et qui a eu des formulations effectivement biologiques que Barrès reprend. Alors je dirais non pas, il s'agit pas là encore d'amoindrir sa responsabilité, mais de dire que c'est une outrance rhétorique détestable, on est bien d'accord, hein, il n'y a absolument pas de désir dans mon discours de disculper Barrès, mais il faut absolument comprendre, parce que c'est ce que ne fait pas par exemple le très grand historien Zev Sternel, qui étudie l'antisémitisme de Barrès, avec les citations que vous évoquez, notamment celles que vous mentionniez, et qui en conclut que l'antisémitisme de Barrès est précurseur de l'antisémitisme biologique qu'on retrouvera par exemple dans le nazisme, ce qui est un contresens historique. Ça, c'est un contresens historique parce que il n'y a pas chez Barrès de systématicité. La preuve en est, c'est que dès que l'affaire Dreyfus se clôt, vous ne trouvez plus de traces chez Barrès, il n'y a aucune obsession antisémite chez Barrès, et quand arrive la guerre de 14, l'Union sacrée, au contraire, Barrès en 1917 écrit un texte qui s'appelle « Les grandes familles, les diverses familles spirituelles de la France », livre dans lequel je vais mettre des guillemets évidemment, puisque là je me place d'un point de vue barrésien, il réintègre les Juifs comme appartenant de plein pied à la communauté française, comme les protestants contre lesquels il a lutté intellectuellement, au même titre que les catholiques, etc. Donc l'antisémitisme chez Barrès, je ne vais pas dire que c'est un accident politique, parce que il l'a tenu trop longtemps pour que ce le soit, mais c'est une phase de son expression politique qui en aucun cas ne fait système. Est-ce que les écrits antisémites de Barrès ne sont pas responsables de la diffusion de l'antisémitisme en France, justement à cette période? Non, il est un des relais, si vous voulez. Les grandes figures de l'antisémitisme, c'est Drummond, la France juive, par exemple, d'autres encore de sinistre mémoire. Mais le reproche qu'on peut adresser à Barrès, c'est d'avoir été poreux à ce discours-là, de l'avoir effectivement intégré à sa rhétorique politique, mais il ne faut pas fixer Barrès à 1894, 1800 ou 1906, même si on prend ce moment antisémite. Il est important, il est absolument indispensable d'en parler et de le situer, mais je le répète, il ne fait pas structure. Le juif n'est jamais chez Barrès un bouc émissaire, il n'en a pas besoin pour construire sa vision du nationalisme. Alors pendant la guerre, il rédige Chronique de la Grande Guerre, ce qui lui vaudra d'être surnommé par l'écrivain romain Roland de Rossignol des Carnages. Qu'est-ce que c'est que cette chronique? Où est-ce qu'elle paraît et quel est le but de ces écrits?
Alors Barrès, en 14, veut s'engager déjà, c'est quelqu'un qui veut participer, simplement il est un peu trop âgé et puis de santé assez fragile, et donc on va lui dire, écoutez, on a besoin de votre voix. Barrès décide parce que c'est toujours le problème, si vous voulez, avec cette formule de Romain Rolland, on la cite, et puis là encore elle fait écran, c'est-à-dire, on va dire, voilà, on a tout dit de Barrès, il a soufflé sur les braises de la guerre, lui était confortablement installé, il était l'incarnation de l'arrière pendant que les jeunes poilus mouraient. D'abord son fils était lui-même à la guerre, a devancé l'engagement, donc c'est quelqu'un qui n'a vraiment de leçons à recevoir, et surtout pas de Romain Rolland d'ailleurs, de ce point de vue-là, du point de vue de l'honneur, de ce que ça a pu représenter. Barrès, si vous voulez, arrête son œuvre littéraire. Il va décider, on n'écrit pas de la littérature pendant que des compatriotes sont en train de se battre et de mourir. Ce que l'on fait, et c'est ce que va faire Barrès tous les jours, dans l'Écho de Paris, il écrit un article pour faire la jonction entre le monde du front et l'arrière, et les ministères, et les gouvernants, pour dire quoi? Pour dire que les soldats, avec les képis, sont tués comme des cibles, comme des lapins. Il faut qu'ils aient des casques d'acier, pour dire que il y a tellement d'héroïsme, tellement de souffrance, tellement de martyrs qu'il faut les reconnaître. Il va œuvrer pour qu'il y ait une croix, la croix de guerre, Barrès en fait partie. Et puis des choses très concrètes, quand les mères, les veuves ne reçoivent pas leur pension et qu'elles sont dans des situations absolument tragiques au plan financier, Barrès écrit des articles là-dessus. Donc, réduire Barrès au rossignol du carnage, c'est scandaleux. Romain Rolland caricature pour la postérité, malheureusement, ce qui n'est pas le fond du travail de Barrès, qui est un travail d'articulation des deux mondes qui se méconnaissent, le monde du front, le monde de l'arrière. Une matière intéressante pour également l'historien, oui, à mettre en perspective, d'avoir ce récit continu d'un moment si important pour la France. C'est intéressant de considérer aussi ces chroniques de la Grande Guerre comme une source pour l'histoire. Barrès, donc on en a parlé, c'est aussi une doctrine du nationalisme. Cette doctrine, elle va évoluer, cette définition, elle va évoluer. Est-ce que ce nationalisme, on peut quand même le considérer comme un repli identitaire ? Alors, je vais dire, ça dépend ce qu'on appelle repli identitaire. Si c'est le terme que l'on emploie dans la société pour parler de la question des extrêmes aujourd'hui, non, ça n'est pas le repli identitaire que l'on peut regretter chez un certain nombre de partis politiques contemporains. Non, mais si il s'agit, si vous voulez, de savoir d'où l'on vient, de savoir, comme on disait en 68, d'où l'on parle. Alors, le nationalisme chez Barrès, c'est le geste, dit-il, du peintre, comme Corot, qui, lorsqu'il est dans un paysage, sait exactement où il doit s'asseoir pour le peindre au mieux. Et c'est ça le geste du nationaliste, de dire « je suis d'ici ». Et dans la vie de Barrès, ce n'est pas le dreyfusisme qui le fait devenir nationaliste. Ça, c'est une vision, je dirais, un petit peu extérieure. Quand on rentre dans la vie de l'écrivain, c'est ce que je propose dans le livre. Qu'est-ce qui fait que Barrès devient nationaliste? C'est fondamentalement des choses extrêmement simples, c'est-à-dire c'est la mort d'un père, c'est la mort d'une mère, et c'est la question où est-ce qu'on les enterre? Où sont nos tombes? Et il découvre à ce moment-là, il redécouvre que la Lorraine que dans Un homme libre quelques années avant, dans l'insouciance, je dirais, de la 20e, de la 30e année, la Lorraine était morte, disait-il. Mais il s'aperçoit en fait que lorsque les tombeaux des parents sont là, la terre devient vivante en fait. Et c'est ce geste fondamental dont parle Barrès. Alors, on a des écrits de Barrès, évidemment, dans le combat dreyfusiste, anti-dreyfusiste. Il a fustigé Zola, bien sûr qu'on a des textes assez épouvantables où Barrès dit « mais Monsieur Zola ne comprend rien à la France puisqu'il est italien, il n'est même pas encore assimilé, il n'a pas pris ses racines ». Donc, évidemment, je peux trouver cette rhétorique chez Barrès. Sauf que lorsque je lis Scènes et doctrines du nationalisme, en 1902, donc les textes politiques de Barrès, c'est
un livre, Scènes et doctrines du nationalisme. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve comme définition du nationalisme, le nationalisme, c'est l'acceptation, c'est-à-dire un acte libre, d'un déterminisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce déterminisme? On va dire, ah, vous voyez bien, il y a du biologique, le déterminisme. Non, c'est l'acceptation, c'est-à-dire, moi, Maurice Barrès, je découvre quoi? J'accepte d'être lorrain. Je m'étais dit à 20 ans cosmopolite, vénitien, de Tolède quand je suis à Tolède, de Séville quand je suis à Séville, etc. Mais en réalité, je suis de l'endroit où sont mes morts. Et c'est le célèbre discours de Barrès de la terre et des morts. Voilà, c'est ça le nationalisme barrésien, savoir d'où l'on parle. Et à partir de là, et c'est pour ça que c'est pas du tout un repli identitaire, Barrès a toujours été en dialogue avec les cultures, alors peut-être pas du monde entier, parce qu'il ne connaît pas le monde entier. Il connaît le Maghreb, il connaît le Proche-Orient, il connaît évidemment l'Espagne, l'Italie, etc. Il est en dialogue en fait constamment, mais parce qu'il sait qu'il est français. Et c'est et lorrain particulièrement. Et celui qui sait où sont ses racines peut justement dialoguer avec le monde entier. Quelle est la différence entre le nationalisme de Barrès et celui de Charles Maurras, de l'Action française? Alors, d'abord, Maurras a une très grande influence sur Barrès dans les années 1890. Maurras est un peu plus jeune que Barrès, mais Maurras a une énorme admiration pour l'écrivain qu'est Barrès. Et Barrès admire énormément chez Maurras je dirais, l'intelligence politique de Maurras, au sens même de la philosophie politique. Et c'est Maurras qui fait entendre à Barrès l'intérêt de la décentralisation et du fédéralisme. Donc c'est Maurras qui le met sur ce terrain-là, d'aller construire, si vous voulez, un contre-modèle par rapport à cette structure juridique que j'évoquais tout à l'heure de la Troisième République, qui en fait essaye de bâtir une communauté politique sur des abstractions. Le contre-modèle, c'est de partir du bas, c'est-à-dire des provinces, des régions. C'est ce qu'on appellera plus tard la décentralisation, en fait. Donc Barrès est très sensible à tous ces sujets grâce à Maurras. La différence fondamentale, c'est que Barrès ne croit absolument pas, contrairement à Maurras, à un retour souhaitable et possible de la monarchie. La réponse de Barrès à la grande enquête de Maurras sur la monarchie, c'est de dire la monarchie a produit de très grandes choses, mais moi, je serai toujours pour Saint-Simon contre Louis XIV. Pour les féodalités, c'est-à-dire pour le bas, toujours le monde du bas, contre ces structures centralisatrices. Et la monarchie ne peut pas fonctionner tout simplement parce qu'il manque en France, il y a quelque chose qui n'existe plus politiquement, qui permettait à l'ancien régime de tenir, c'est l'aristocratie. Barrès, il est républicain. Républicain, oui. Et avec une fibre sociale, quand on vous entend, on a l'impression que ça revient quand même, cet attachement finalement au peuple et cet anti-parlementarisme. Est-ce qu'on peut le définir comme un républicain un peu socialiste ou pas? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, il vient du socialisme, ça c'est sûr. Sa première formulation politique, sa première grammaire politique, c'est bien celle du socialisme. Il le dit d'ailleurs à Drummond. On a des textes où il dit vous autres antisémites, venez et devenez socialistes. Vous serez plus, vous construirez quelque chose de beaucoup plus durable et plus pérenne. Donc, il vient de ce socialisme. Est-ce qu'on peut considérer que Barrès reste socialiste? J'aurais envie de vous dire, mais évidemment les mots sont dangereux dans l'histoire, que le nationalisme tel que le conçoit Barrès, c'est en fait la synthèse de ce qu'il y a de meilleur dans toutes les familles politiques françaises. Et c'est en fait une sorte de structure qui est dans l'esprit de Barrès, si vous voulez, c'est quelque chose. Il le dit d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, ça, en plein cœur des combats dreyfusistes. Il dit, du dreyfusisme, il dit, il faudra bien que nous nous réconcilions un jour. Les anti-dreyfusards et les dreyfusards, ce que les anti-dreyfusards ont de meilleur, parce qu'il y a des choses à prendre chez les anti-dreyfusards, notamment leur foi dans l'armée, dans la patrie, etc. Ça, on peut pas laisser de côté ces aspects-là. Et du dreyfusisme, ce qu'il y a de chevaleresque français dans le dreyfusisme, dit Barrès. Donc,
un des derniers mots chez Barrès, non, c'est ce nationalisme qui est fondé sur un mot qui peut paraître non politique, mais qui est fondamental pour lui, c'est l'amitié. Il veut qu'il y ait, il rêve qu'il puisse y avoir entre les Français, quelles que soient leurs orientations politiques ou idéologiques, un lien d'amitié. Merci beaucoup Emmanuel Godeau. On est donc à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous venez de publier un livre sur Maurice Barrès, Le Grand Inconnu, 1862-1923, et vous cherchez à comprendre, à nous donner une histoire en fait de cette personnalité dans son contexte, vraiment à partir des textes littéraires. C'est vraiment votre source principale. Je tiens vraiment à le souligner puisque c'est la spécificité de votre livre. On part du texte et puis on essaye de comprendre cet auteur et cet homme politique qui a été considéré même par certains historiens comme un tournant à la fois littéraire et un tournant politique. Je vous remercie, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.